se vide paradoxalement dans l'océan, il prend de la place, va devoir rejeter l'eau qu'il y avait dans le reste du monde. Prenez un verre d'eau, mettez-y des glaçons et vous verrez que le niveau de l'eau augmente. Voyez. En fait, il n'y a pas besoin de nous expliquer. On sait que si tu mets un glaçon dans l'eau, ça peut augmenter. Du monde. Si dans ce chapitre nous avons la présence d'iceberg à Water 7, qui nous rappelle donc Aqua Laguna et Je viens de lire ton commentaire. Je suis perdu. Je sais juste que quand on met un glaçon dans l'eau, l'eau augmente. les Sweeties, nous avons également la présence de Pareil. la lune. Et c'est un détail pouvais pas le dire mieux que ça. parce que je- Salut les gars, bienvenue sur le live. Du coup aujourd'hui, petit live où on va analyser la vidéo du Mont Corvo. Elle est sortie aujourd'hui, début de journée. Et il y a pas mal de choses à dire. J'ai fait ma petite feuille où j'ai marqué tout ce que j'avais besoin. Théma, plein d'axes. J'ai beaucoup de choses à dire. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont, à mon sens, je dirais pas moins bien, j'oserais pas, mais qui sont plus farfelues. Je sais pas si je peux dire ça. Je sais pas, c'est pas taillant, tu vois. Je taille pas, quoi, en gros. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des trucs qui m'ont bien plu, qui m'ont fait réfléchir un petit peu. Il y a d'autres trucs aussi qui sont un peu tirés par les cheveux, on va dire, hein. Donc là, on va commencer avec la vidéo. Il n'y aura pas de truc spécial sur Twitter aujourd'hui. J'ai pas rassemblé suffisamment d'informations à mon sens pour publier, pour vous montrer tout ça. On verra ça plus tard. J'ai 2-3 tweets, mais on verra ça plus tard. Parce qu'en plus, ce soir, si tout se passe bien, live nocturne, je sais pas à quelle heure il sort, mais il sort très tard. L'épisode 1071 de One Piece, le Gear 5, enfin, il est présent. Donc les gars, là, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une grosse journée. Donc je pense que le mieux, c'est de commencer tout de suite. On va pas perdre de temps. On va se lancer directement dans le vif du sujet. Et on va regarder ensemble d'abord la vidéo du Mont Corvo. Et après, je ferai un petit récapitulatif. Je mettrai pause quand même à chaque fois qu'il y a besoin de dire quelque chose. J'ai marqué tous les moments où je dois mettre pause. Donc vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Alors... donc avant, je vais mettre pause ici et on va lancer directement. Le monde de One Piece est en réalité post-apocalyptique car Imu, il y a 800 ans, a augmenté le niveau de la surface mètre par mètre, laissant uniquement quelques îles apparentes. 20 ans après l'arc d'Enies Lobby, tout s'explique grâce au chapitre 1089. Et tout ça avec un trou? Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corvo. Voici Kitaro et voici Kamaltero. Et quel trou! Je veux dire, quel gigantesque trou! Absolument, je pense vraiment, c'est pas une blague, qu'on se rapproche dangereusement de la vérité. On a découvert des dingueries, ça nous fait carrément replonger 20 ans en arrière. Je pensais pas parler de Aqua Laguna, je pensais pas parler de monde post-apocalyptique, je pensais pas parler d'inversion des pôles. J'ai peur, la vie j'ai peur. Écoutez bien la vidéo, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, on a trouvé un truc. On est vraiment trop excités de vous en parler parce que très clairement, ce chapitre de One Piece, en nous replongeant 15 ans en arrière, est en train de nous dire une fois, c'est peut-être un hasard, deux fois, Mon Corvo fait théorie. Mon Corvo fait théorie. Et là, je vous dis, Mon Corvo a fait théorie. Donc, comme d'habitude, si notre travail vous plaît, n'hésitez surtout pas à laisser, comme Luffy, un gigantesque pouce bleu de Haki sous la vidéo, mais surtout à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. C'est clairement ce qui aide le plus la chaîne à son déploiement. Donc, désolé le Mont Corvo, mais pour tout ce qui est pub, tout ça, là, on va devoir passer. Tout ce qui est présentation, on va aller direct à l'essentiel. Donc les gars, allez regarder la vidéo. Le lien est dans... Allez regarder leur vidéo pour leur donner de la force et tout. Mais là, désolé, hein. Moi, Ça va user le monde qui dit tome complet de One Piece. Les moi j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie là pour le live. J'ai déjà regardé la vidéo, j'ai regardé les pubs, j'ai tout fait. Mais bon, là, on va regarder. Attends, pardon, mais je vais juste mettre au bon endroit. Trouver le lien. D'ailleurs, est-ce que Mihawk est niveau empereur? Alors si on commence comme ça la vidéo, aïe aïe aïe, ça va partir en cacahuète. Mais moi aussi j'ai besoin de savoir parce que dans la précédente vidéo, il y a une vidéo, je vous la mettrai pour les gars qui regardent la rediff YouTube, je vous la mettrai là-haut. Il y a une vidéo, du coup c'est là-haut. Il y a une vidéo où il y a beaucoup eu de commentaires quand j'ai commencé à parler du niveau de Mihawk par rapport à Shanks, les comparaisons et tout. Donc les gars, j'ai besoin de savoir, dites-moi directement en commentaire, même là dans le chat, s'il y a des gars qui connaissent vraiment bien le manga, dites-moi votre ressenti. Même si vous ne connaissez pas, vous me dites qui
est le plus fort entre Shanks et Mihawk? Je pense que déjà, il n'y a pas de débat. Mais surtout, est-ce que quand Mihawk était jeune et Shanks était jeune, est-ce qu'ils étaient égaux et que les deux avaient à peu près la même puissance et après Shanks est devenu plus fort? Ou est-ce que Shanks n'utilisait pas de HDR revêti volontairement et que du coup les combats étaient uniquement au sabre? Donc à vous de me dire, j'ai besoin de savoir, ça y est, après ça, on n'en parle plus. Là, je veux avoir de votre ressenti, on n'en parle plus jusqu'à ce qu'on a la validation. Donc les gars, c'est à vous de jouer là. Ça Allez, y c'est est, parti. après 4 mois, 10 chapitres, soit un tome complet de One Piece, les Mugiwara sont de retour avec leur capitaine Monkey D. Luffy. Et ce qui est intéressant, c'est que Luffy est un empereur. Alors Eiichiro Oda va user de la mécanique de l'incident de Egghead Island pour prouver enfin sa dangerosité vis-à-vis du monde entier. C'est vrai qu'on le banalise, mais Luffy, c'est un Yonko. L'avez-vous remarqué, dans ce 1089e chapitre, nous avons plus le point de vue du reste du monde, du Golosei et de la marine que de celui de Luffy et des Mugiwara. Ce qui va donc permettre de placer l'équipage au chapeau de paille comme une menace. Ce qui est beau avec les empereurs, c'est que depuis le début de notre histoire, ils représentent un danger, une certaine inaccessibilité. Il fallait bien qu'un jour Eiichiro Oda nous crée cette inaccessibilité chez les Mugiwara, qu'ils fassent peur, qu'ils représentent une menace pour le monde entier, que ce soit dans les journaux ou sur le terrain. C'est beaucoup mieux de voir les gens qui réagissent à Luffy plutôt que de voir Luffy qui réagit au reste du monde, parce que au bout de 26 ans, on connaît. Les empereurs, ça fait peur. Et là, Luffy, pour la première fois, il fait peur au monde entier en kidnappant de force le professeur Vegapunk. Eiichiro Oda use une nouvelle fois. Deux choses à dire. Donc premièrement, oui c'est vrai que là maintenant on a vraiment la réaction du monde entier par rapport aux informations de Luffy. Même si on l'avait un peu avant, on l'avait de manière différente, c'est vrai. Et du côté de Luffy, s'ils réagissent pas, c'est qu'aussi ils sont pas au courant. Ils sont pas encore lu le journal aussi, il y a ça. Il faut prendre les deux en compte. Parce que dire que ça a complètement changé comme ça, j'attends de voir les confirmations. Mais là, ils peuvent pas malheureusement réagir. Parce qu'ils sont dans le feu de l'action, ils peuvent pas encore réagir. On verra à la fin de l'arc s'ils réagissent comme avant ou pas. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'il disait, comme quoi Luffy c'était une menace et tout, oui et non. Parce que, comme on le voit par exemple avec Lucci, il a dit que Luffy, il refusait de le considérer comme empereur. En fait, Luffy, il est tellement bête qu'on a du mal à le considérer, à le prendre au sérieux tout simplement. Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que quand tu le connais pas et que tu connais juste son background, je vais dire, et là, tu peux dire, ouais, c'est vrai qu'il est effrayant, il est empereur, il arrête pas de gravir des échelons, il doit être dangereux. Mais par contre, quand tu le connais, comme Lucci par exemple, tu as du mal à le prendre au sérieux et à le valider comme empereur. Donc il y a ça à prendre en compte. Mais dans le fond, ils ont rien dit de... Il n'y a aucun moment où ils ont tort pour l'instant. Ellipse temporelle. Il s'est passé un retournement de situation. C'était la deuxième chose à dire que j'ai oublié. Pour l'ellipse temporelle, on en avait parlé, les gars, dans la précédente vidéo. Donc, allez checker, je vous la mets au-dessus. Et les gars, vous l'avez vu en premier sur ma chaîne. Hein. Après, c'était pas difficile à voir. Hein. Je pense que tout le monde l'a capté et tout. Mais on a parlé quand même, on a quand même discuté de ça sur la chaîne. Alors que York pointait son gros flingue sur Vegapunk en le menaçant, aujourd'hui c'est elle qui est à terre et qui pleure pour sa vie. On dirait Nico Robin. Wow. Je veux vivre, le Gorosei venez me chercher. Et ils arrivent tous comme ça, le Gorosei. Dis-le York, dis-le que tu veux vivre. Oh putain, c'est les Lopez, c'est les Lopez. Ah bah moi, Luffy, viens là, regarde, c'est mort. Finalement, dans les journaux, il est dit que Luffy a Vegapunk en otage et est devenu un forcené sur l'île du futur Egghead. Finalement, vu que York est Vegapunk, c'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est littéralement quelqu'un qui a pris un otage et qui dit « Je veux me tailler » et ils disent même qu'ils vont l'utiliser comme bouclier. Comparé au chapitre 1078, voici ce qui a changé à Egghead Island. Premièrement, la situation a totalement été inversée pour York. Elle passe de bourreau à victime. Les Séraphins ont tous été... Alors, je viens de recevoir un message. À ce qui paraît, il y aurait un problème sur Twitch.
Donc je vais continuer la vidéo, je la reposterai sur YouTube. Mais je crois que sur Twitch, là, la vidéo, elle est KO. Je vais regarder en même temps. Usopp qu'il avait été par le Séraphin en coq. En effet, je vous rappellerai que dans la hiérarchie de commande des Séraphins, Vegapunk, Stella est tout au-dessus. Il a pu ordonner au Séraphin de le rejoindre. Et enfin, last but not least, Bonnie est présente et a pardonné à Vegapunk. Je vous rappellerai que la présence de la supernova sur l'île du futur était tout simplement pour buter Vegapunk à la base, pour se venger. Et c'est grâce au souvenir de son père, Kuma, gardé secret dans le laboratoire, qu'elle a découvert la vérité et a donc changé d'avis. Pour nous expliquer tout cela, qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi Bonnie a pu pardonner à Vegapunk, c'est bien parce qu'elle a appris la vérité. Ce n'était pas la faute du professeur, mais bel et bien celle du gouvernement mondial. Rappelez-vous, dans les bribes du flashback de Kuma, nous avions pu entrevoir l'enfance de Kuma maltraitée par des Tenryubito et surtout une marque qui n'était pas celle de Marie-Joise, mais sûrement celle de God Valley. Ça concorde parfaitement avec l'âge du tyran. Ainsi, vous comprenez bien que si Eiichiro Oda décide de garder intelligemment ce mystère, c'est bien parce que ça va être le plus grand flashback de tous les temps. Là, ils ont été chauds. Là, je valide ce qu'ils disent. Au bout d'un moment, en tant qu'auteur, très bonne analyse. Repousser l'échéance encore et encore et encore, c'est parce que dans le putain de passé de Kuma, on va apprendre ce qui s'est passé à God Valley, on va voir un bébé dans un coffre, on va comprendre tout ce qu'il y a eu avec les rocks, avec les tabous de ce monde. Je pense vraiment que le flashback de Kuma, on n'est pas loin du One Piece. Si Eiichiro Oda préfère nous montrer le climax de la bagarre d'Egghead Island avant de nous montrer le flashback de Kuma, c'est bien parce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre. Donc finalement, ils sont tous prêts à partir. Cela dit, on avait vu dans le chapitre 1079, juste avant de partir tous ensemble sur Elbaf, tous les scientifiques et les savants de l'île ont commencé à évacuer l'île du futur. Cependant, comme le reflet d'Ohara, Saturne le dit lui-même, ça se trouve, il y en a un d'entre eux qui connaît un secret du monde et il vaut mieux le couler, ce navire. L'histoire se répète, hein. Par contre, il a un rapport très étrange avec Bonnie. En effet, il dit que dans un premier temps, elle leur a très bien servi jusque-là, grâce à son alter ego qui n'est autre que la reine du royaume de Sorbet affiliée au gouvernement mondial. Il dit, et c'est quand même très étrange, que ce n'est qu'une simple fille et qu'on peut la laisser partir. Très étrange quand on sait que c'est elle qui a accès aux souvenirs de Kuma, que c'est sans aucun doute la nouvelle nièce, carrément ça, la petite fille de Vegapunk adoptive là, très curieux. Et ayant testé maintenant pour la toute première fois Historico, et on en parlera dans cette vidéo Mother Flame, York se dit que en leur donnant également cette nouvelle arme moderne, peut-être qu'elle peut devenir Dragon Céleste. Et... Petite pause parce que j'avais quelque chose à dire. En fait, ils ont parlé de Saturne qui laisse Bonnie en vie. C'est vraiment étrange de ouf. Donc ça je suis carrément d'accord. Et d'ailleurs, ça soulève énormément de questions. Parce que là, pour moi, ils ne sont pas allés suffisamment profond dans le sens où comment ça se fait qu'ils laissent Bonnie en vie. Je veux dire, même si Bonnie, ce serait un dragon céleste, ils auraient pu la tuer au vu de tous les antécédents qu'elle a avec le gouvernement mondial. Je veux dire, regardez juste Sainte Mosgarde, qui est réellement un dragon céleste, juste pour avoir défendu... comment ça s'appelle ? Pour avoir défendu Shirahoshi, je crois. En gros, des déchets pour les dragons célestes. Juste pour l'avoir défendu, il a été condamné à mort. Alors que là, Bonnie, malgré tout ce qu'elle fait, elle n'est pas condamnée à mort. Donc franchement, il doit y avoir quelque chose j'arrive toujours pas à comprendre. Je pense qu'il faisait partie des nobles mondiaux, mais je crois qu'elle a quand même une influence légendaire. Je sais pas si c'est peut-être son fruit du démon, le fait qu'elle puisse rajeunir les gens. Peut-être que après, normalement, son fruit, il est pas permanent. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, son fruit, les gens redeviennent. C'est pas comme Shinobu, où elle, c'est quelque chose de définitif. Là, le fruit de Bonnie, c'est pas définitif. Du coup, je sais pas, ça corrobore pas ce que je dis. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi Bonnie, on la laisserait en vie. Là, c'est Saturne qui la laisse en vie, alors que Fig Garland, lui, il l'aurait pas laissé en vie. Le capitaine des Chevaliers Divins, jamais il l'aurait laissé en vie. Enfin, à mon sens, d'après les informations qu'on a, il a tué un des siens. Donc, Bonnie, qui est pas censé faire partie des dragons célestes, il n'y a aucune raison de la laisser en vie. Il doit y avoir une explication. Et là, les gars, on a un gros mystère. Là, on le voit passer dans le manga comme si c'était pas quelque chose de ouf, mais il y a un gros mystère.
passe à la suite direct. On apprend que Mother Flame a besoin de Egghead Island pour pouvoir se recharger. Et ça, Kizaru l'a compris. Plus ils vont abîmer l'île, moins ça va servir le gouvernement mondial. Et en parlant de Kizaru, on a quelque chose de très émouvant, c'est son approche avec la technologie. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça trop marrant qu'au final ce soit cet amiral-là qui soit envoyé sur Egghead et qui soit le plus proche de Vegapunk, quand on voit que dans ce chapitre-là, il y a un parallèle qui est créé avec sa toute première apparition à Sabaody. Ouais. Oui, il comprend toujours pas le micro. l'escarbophone noir. Voilà. Il sait pas que ça sert de transpondeur de la part d'un mangaka de ne jamais oublier les caractères et les running gags précis de tous ces personnages. Petite mention spéciale d'ailleurs au Mon Corvo qui possède tous le chapeau de paille de Luffy. Pour la mention que je trouve encore plus spéciale à mes yeux, depuis le début c'était quand même compliqué à comprendre, hein. Franchement, que Kizaru arrive en même temps que le pacifista qui crache des lasers. Ils ont réussi à mettre le laser de Kizaru dans une arme qui pourtant est un ex-Shichibukai, et la case où il tire et qu'on voit, c'est très touchant parce que Kizaru qui est enfin quelqu'un d'un peu plus humain dans la marine. Comme on vous en parlait avec Garp pour les précédents chapitres, on a une justice ici, quelqu'un qui essaie de trouver sa place dans la marine, dans l'ordre mondial, comme on connaît Garp et Aokiji, comme on connaît Sengoku avec Isho, comme on connaît Akainu et son Banzai. C'est bien de voir que Kizaru lui aussi a un petit peu ses amis à la marine. Mais petite pause, parce que j'avais encore quelque chose à dire. Effectivement, il y a quand même pas mal de choses à dire là sur ce qu'ils ont dit. Donc là, on va reprendre. Pour Mother Flame, c'est vrai que Mother Flame, déjà, j'ai une question déjà pour n'importe qui dans les commentaires. Dites-moi, j'ai besoin de savoir. J'ai relu le chapitre d'Egghead et en fait, il y a plusieurs fois où on parle de Mother Flame, mais on en parle. En fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'arrive pas à savoir si Mother Flame, c'est l'énergie qui permet à l'arme de fonctionner. Ou, parce que des fois c'est flou et j'essaie de retrouver les passages pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça m'a induit en erreur. Il y a une fois où on croit que c'est l'arme et il y a une fois où on croit que c'est l'attaque qui s'appelle le Mother Flame. Dans le dernier chapitre, on a l'impression que Mother Flame c'est une attaque et que quand le gouvernement mondial dit est-ce que vous pouvez reproduire Mother Flame, soit ils disent est-ce que vous pouvez reproduire l'attaque ou est-ce que vous pouvez reproduire l'arme. Donc j'arrive pas à savoir si ce que parce qu'après là franchement vu la puissance du Mother Flame, il n'y a pas besoin de beaucoup, tu vois. C'est pour ça que le côté reproduire l'arme, en avoir une seule, ça suffit déjà à détruire tout ce que tu as envie de détruire. Mais l'attaque, si elle s'appelle Mother Flame, ça aurait plus de sens dans le dernier chapitre d'appeler l'attaque Mother Flame. Est-ce que vous pouvez reproduire l'attaque qui a détruit Lulusia dans ce sens-là? Ou sinon, comme je vous ai dit, c'est l'énergie. Est-ce que vous pouvez reproduire l'énergie? Sauf que ça n'a pas l'air d'être ça, vu que juste dans le chapitre précédent, pas celui qui vient de sortir, ça a été dit comme quoi Mother Flame a été... Non, je crois que c'était même dans le dernier chapitre. Comme quoi le réacteur capable de reproduire Mother Flame est sur Egghead. Donc, est-ce que Egghead envoie... je sais pas, les coordonnées et envoie le missile depuis... l'énergie, j'en sais rien, moi. Je sais pas ce que c'est, les éclairs depuis Egghead. Est-ce que l'arme se déplace? Parce qu'ils disent qu'il y avait une ombre au-dessus de Lulusia. Donc, logiquement, on pense que l'ombre est au-dessus de Lulusia. Et aussi, petite mention spéciale pour Oda. Franchement, Oda, masterclass que tu nous fais. Masterclass, tout est calé correctement. Et ça fait écho aussi à Ryo Sensei. Donc, encore une mention spéciale pour Ryo Sensei. Parce que Ryo Sensei nous avait dit la même chose dans la précédente vidéo. Il a été chaud. Tiens, je vais vous remettre le passage, mais... Mention que je trouve encore plus spéciale à mes yeux, depuis le début c'était quand même compliqué. Par rapport à Shabonji, il nous avait dit il avait fait un parallèle entre Shabonji et l'arc d'Egghead, et là tout prend sens encore une fois. Je pense que là pour le coup il a eu raison. Comprendre, hein, franchement, que Tiens, on va aller direct. Parce que Kizaru qui voilà. est enfin quelqu'un d'un peu plus humain dans la marine. Comme on vous en parlait avec Garp pour les précédents chapitres, on a une justice ici, quelqu'un qui essaie de trouver sa place dans la marine, dans l'ordre mondial, comme on connaît Garp et Aokiji, comme on connaît Sengoku avec Isho, comme on connaît Akainu et son Banzai. C'est bien de voir que Kizaru lui aussi a un petit peu ses amis à la marine. Mais ce que je trouve le plus fou, c'est que justement la discussion de Kizaru se coupe avec un magnifique silence et justement le pacifista Mark III qui les regarde à l'horizon sur le littoral. Et ça, j'ai trouvé ça trop touchant. Et c'est classe, surtout que, je vous rappelle, c'est une bête de menace. Il y en a 50, ils sont giga forts. Je sais pas si vous étiez là à l'époque sur Sabaody, nous on avait... Waouh. Alors attends.
10 ans environ. C'est vrai qu'on comprenait pas trop. Aujourd'hui, tout ça, ça prend sens et je trouve que Eiichiro Oda, c'est le plus fort dans la connexion de son monde si riche. On l'a vu plus tôt dans le chapitre. Ça, c'est vrai. Gros trou, et on va Oda, vraiment très fort. assez attendri par le personnage de Kizaru qui m'a fait un petit peu rappeler son action dans le film Z avec Zephyr. On voit que c'est un personnage qui a du cœur, mais qui avant tout a une mission. Les Mugiwara, c'est avant tout un équipage d'empereurs maintenant, et ça aussi c'est quand même extrêmement touchant. Eiichiro Oda a décidé de placer ses personnages dans des positions particulières, et ce qui m'a le plus frappé, c'est celle d'Usopp. Ce qui veut nous rappeler Eiichiro Oda ici, c'est que Usopp, particulièrement lui, parce que c'est le personnage le plus effrayé de tous, il connaît maintenant l'existence du siècle oublié. Et ça, c'est pas anodin. C'est des gars, des meufs qui sont là et qui connaissent l'existence du Gorosei. Et c'est Usopp qui est là avec le micro. Imaginez quand même, c'est comme si tu tournais le téléphone et tu parlais au président du monde. La classe de Usopp. Salut Gapadre, comment tu vas? Ah, c'est bon, t'as réussi. Ouais, du coup, je t'ai envoyé un message pour savoir si t'avais réussi et tout. Et franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un bug sur Twitch et tout. J'étais en train de tout modifier et tout. Du coup, t'as raté un peu le début du live, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, ça te donnera une raison pour aller regarder la rediff. Mais du coup, on continue. En 5 ans, les Mugiwara vont se friter contre le Gorosei. Luffy a atteint le même rang que son idole, que Shanks le Roux. Et la dernière fois qu'on l'avait vu parler avec des gens très haut placés, c'était le Gorosei. Parlant de Shanks... Ah, comment vous dire? Nous devons parler d'un bébé. En effet, le chapitre s'ouvre sur la découverte du monde entier de l'action de Luffy dans les journaux. Article de Morgan. Vous avez vu le placement de produit Odu. On est au chapitre 614 et pour la première fois en page de couverture, Eiichiro Oda nous montrait Makino tenant un bébé. Ça y est, pendant l'ellipse des 2 ans, Makino était devenue maman. Pour rappel, Makino, c'est un peu la grande sœur de Luffy, Ace et Sabo. C'est elle qui tient forcément le bar de Fushia. C'est aussi elle qui a appris la politesse à Luffy et Ace. On le sait tous très bien, Eiichiro Oda ne décide jamais rien au hasard. C'est dans les SBS du tome 63, un fan demandait qui pouvait être le père de l'enfant. Ce à quoi répond Eiichiro Oda, en effet, Makino est devenue maman. Et le père, ça ne peut être que cet homme. Oui, ça ne fait aucun doute, c'est lui. Caribou. Attention, c'est pas fini. Quelques années plus tard, au chapitre 8... Là, par contre, si c'est Caribou, je pète un câble. Mais merci Gapadre, je viens de voir, j'ai reçu la notif de ton soutien sur Twitter, ça fait grave plaisir. Merci frérot. Toujours en page de couverture, Eiichiro Oda nous montrait une nouvelle fois Makino, mais cette fois-ci avec un détail caché, une alliance, ce qui prouve qu'elle s'est mariée. Au même moment, au chapitre 838, nous montrait Shanks le roi, étonnamment, à un mariage. Plus de 5 ans plus tard, l'auteur nous représente cet enfant et la toute première chose qu'il fait en regardant l'avis de recherche de Luffy, c'est rire. Il riait, entendez-le. Makino s'en rend compte, elle voit que son enfant est très heureux de voir son big bro, son grand frère de cœur, Luffy. Est-ce que, petit à petit, Eiichiro Oda n'est pas en train de construire... Viens, on le dit en même temps. Là, ils vont parler d'un truc. Ça va être... là, il y a quelque chose qui va être dur à être d'accord totalement. Après, il y a beaucoup de choses où je suis d'accord. Par contre, est-ce qu'on en parle de Shanks si c'était vraiment son mariage dans la mini-aventure ou dans la case? On en parle de sa tenue, frère, qui s'est pas changé depuis le début du manga. Frère, même à son mariage, il se change pas. Wesh, il est sérieux, Shanks? 3, 2, 1... Luffy va donner son chapeau de paille. Quoi? Est-ce que petit à petit, Eiichiro Oda ne serait pas en train de réécrire l'histoire avec à la fin cet enfant qui aurait grandi et qui rencontrerait son idole, Monkey D. Luffy, qui lui offrirait son chapeau de... Alors là... Shanks plus crasseux que Barbe Noire. Ben oui, ouais, Shanks, au moins Barbe Noire, il s'est lavé, ouais, il s'est changé, il a mis des nouveaux sapes. Shanks, non, jamais. Après, peut-être il y a un petit délire où la cape, elle a appartenu à quelqu'un de très précieux pour lui, ou un bail comme ça, du coup, il veut pas changer. Ou c'est Makino, parce que Makino, on sait que quand Luffy et Ace, ils étaient petits, elle faisait de la couture et tout. Ça se trouve, c'est Makino qui lui a mis son vêtement et tout. Du coup, ça se trouve, c'est quelque chose de très précieux pour lui. J'espère, parce que sinon, ça veut dire vraiment, il veut pas se laver.
jamais. Mais du coup, là, voilà, on va revenir vite fait à la vidéo. Donc là, ils ont dit comme quoi Luffy devait remettre son chapeau à quelqu'un à la fin. Donc oui, ce serait une belle fin, ce serait quelque chose qui pourrait être hyper joli et tout. Le seul problème, c'est que là, l'enfant, il est bébé. Et si ils veulent que l'enfant, il marche et tout, et qu'il réussisse à parler et tout à Luffy à la fin, quand Luffy va lui donner son chapeau, il faut vraiment que beaucoup de temps se passe. Ça veut dire que là, en termes d'années, Luffy, il n'est pas prêt de devenir roi des... Enfin, en tout cas, il n'est pas prêt de finir, de revenir à Fushia très bientôt. Ça veut dire il va revenir, mais très, très, très tardivement. Ça veut dire que la fin du manga, ça va être un peu comme Naruto et Bleach, quand dans le dernier chapitre, c'est vraiment le futur très lointain. Donc, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Je sais pas. Et aussi, il faut que personne ne meure. Il faut pas que l'équipage meure. Enfin, il faut pas que Luffy meure, parce que ça veut dire que si cette théorie est avérée, ça veut dire que Luffy, il meurt pas. Après, évidemment, il y a très peu de choses qui meurent, mais des fois, je me dis peut-être que avec avec toutes les fois où il a raccourci son temps de vie quand il utilisait son fruit du démon, je me dis que peut-être que les répercussions, nous, pour l'instant, on a l'impression qu'il use son pouvoir comme ça, il devient trop fort trop facilement, mais peut-être que ça ferait écho à la fin quand s'il meurt, et ben qu'en fait, c'est à cause de son fruit du démon, le fait d'avoir trop utilisé son fruit. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Là, c'est des théories, les gars. J'en sais rien, on verra bien. Si c'est vrai, ce serait magnifique, mais il faudrait au moins 10 ans. Peut-être pas 10 ans, mais il faudrait au moins que l'enfant puisse parler et tout. Ça veut dire que là, il doit avoir quoi, 2 ans, l'enfant? Il doit avoir, ouais, 2 ans, pour moi, ouais, je pense, parce qu'elle était enceinte, ça devait être avant l'ellipse. Donc l'enfant, là, il doit avoir moins de 2 ans. Et pour qu'il parle et tout, je sais pas, il faut qu'il ait 4 ans, ouais, 4-5 ans minimum. 4-5 ans. Pour qu'il puisse réfléchir, enfin, pas trop non plus, mais au moins un petit peu pour comprendre de... Enfin, je sais pas, 4 ans. Donc ça veut dire 2 ans encore. Minimum 2 ans. Donc ça pourrait se faire. Et c'est vrai que ce serait une fin magnifique. C'est une fin qu'on attend, en fait. C'est une fin qui est droit devant nous, tu vois. C'est quelque chose qu'on voit venir. Donc est-ce que ça va finir comme ça? Je sais pas. D'un côté, j'espère. Et d'un côté, je me dis... Bizarre, parce qu'il y avait un mec aussi sur Twitter, c'est à cause de lui que je pense comme ça. Un mec sur Twitter qui nous disait qu'en fait ça va être One Piece Next Generation, genre ça va être la suite de One Piece et ce sera le perso principal, ce sera le fils de Shanks. Aïe 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 aïe, ça j'ai du mal, hein. J'ai énormément de mal. Quand j'ai vu comment Oda a galéré à finir son manga, ou peut-être il fera un one shot, je sais pas. Mais comment j'ai vu comment Oda il a galéré à finir son manga. Il a sacrifié toute sa vie. C'est ce que je l'avais dit dans une vidéo. Il a sacrifié toute sa vie et le voir maintenant recommencer ça m'étonnerait. Sachant que là, en ce moment, tout ce qu'il a envie de faire, c'est finir son manga. Je crois que je l'ai dit hier dans la vidéo précédente. Alors, je sens qu'à stopper la guerre, stopper Kaido, en fait, un gosse et fait un gosse avant l'ellipse. Quel homme. Ouais, lui, il a tout fait. Mais en fait, avant l'ellipse, non, pas avant l'ellipse. Vraiment, quand Luffy était jeune, donc la dernière fois que Luffy l'a vu, il a tout fait. Il avait tout. Tout ce qu'il a fait après, c'est masterclass. En gros, il a fait son enfant, je crois, à ce moment-là. Après, il est parti sur Grand Line. Il est devenu empereur. Il a conquéri tout Grand Line et tout. Et c'est devenu l'homme légendaire qu'on connaît aujourd'hui. Après, je pense qu'il était quand même légendaire avant. Mais je sais pas. Là, je m'avance un peu trop. On continue. Parlons bien, parlons trou. Oui, le pan le plus important de ce chapitre s'articule autour de ce gigantesque trou, mes aïeux. Regardez s'il vous plaît la taille du navire, regardez la taille du trou, c'est... Vous connaissez le gigantisme chez le maître, dites-vous bien que ce trou, vous l'avez déjà vu quelque part, et c'est à Enies Lobby. En effet, en voyant ce gros trou, on est obligé de se référer à celui d'Enies Lobby. Nous sommes au chapitre 375, en 2005, et nous découvrions l'île diurne, l'île où il fait tout le temps jour, parce que au-dessus et en dessous d'Enies Lobby était formé un gigantesque trou qui laissait passer le soleil. Ça, Kamaltero, et le fait que de l'autre côté, c'est nuageux constamment, va falloir m'expliquer. 3, 2, 1. Alors moi je peux leur donner une explication si je cherche vraiment une explication. Le fait que la lumière soit constante au-dessus de
d'Enies Lobby, pour moi, c'est absolument pas dû au fait que le soleil est en haut, puis après qu'il fait le tour de la Terre et qu'il est en bas. Parce que s'il ferait ça, il y a forcément un moment où il ferait nuit. Pour moi, c'est parce que le soleil est, est placé... Non, c'est juste parce que l'île est placée par rapport au soleil. Comme nous, en fait, dans la vraie vie, si tu vas au Groenland, 6 mois de l'année, il fait jour et 6 mois de l'année, il fait nuit. Et si la Terre, elle oscillait pas, en vrai, là, je vais donner des termes scientifiques vite fait, juste pour vous faire comprendre, mais si la Terre, elle bougeait pas d'une autre matière, parce qu'elle tourne comme ça, mais elle se décale aussi comme ça. Et si elle décalait pas, eh ben, il ferait tout le temps nuit au pôle Nord et tout le temps nuit au pôle Sud. Enfin, tout le temps jour au pôle Nord et tout le temps nuit au pôle Sud. Ou l'inversement, en fonction de comment elle est décalée la Terre. Donc pour moi, c'est pour ça. C'est parce que c'est justement que l'île, elle est au pôle Nord. Ou au pôle Sud, parce qu'on ne sait pas vraiment où est le Nord et le Sud dans Grand Line. Mais juste pour vous dire que pour moi, c'est la théorie la plus probable par rapport à ça. Pour moi, c'est pas parce que le trou, il fait le trou. Même, je sais pas, juste scientifiquement, ça viole toutes les lois scientifiques possibles, quoi. Qu'il y ait un trou qui fasse le tour de la Terre. Ça ferait un peu bizarre. Après, il y a plein de théories, c'est pas impossible. Mais moi, je pense plutôt qu'on est au pôle Sud, parce que justement, Enies Lobby, Enies Lobby et Water Seven, ils sont situés à peu près au pôle Nord ou au pôle Sud quand on regarde la planète de One Piece. J'essaierai de trouver la photo tout à l'heure pour essayer de vous expliquer un peu mieux que ça. Bien d'explication. En effet, vous pouvez m'expliquer? Oh la vache. Avant ce trou, il y avait Lulusia, ce qui veut dire qu'avant le trou d'Enies Lobby, il y avait une île. Oui, mesdames et messieurs, nous pensons que le trou d'Enies Lobby a été formé non pas par Mother Flame, qui elle se cache dans les nuages, qui est une arme moderne inspirée des armes antiques et construite par Vegapunk, mais bien par Uranus elle-même. Nous avons les deux trous de One Piece, un tout le temps éclairé et un qui sera tout le temps sombre. Et Eiichiro Oda est en train de créer à l'opposé de son monde l'île diurne, une île artificielle créée par le gouvernement mondial, là où se trouvait jadis une autre île qu'ils ont détruite, l'île qui ne connaît que le jour. Et de l'autre côté, l'île qui était anciennement Lulusia sera sans doute camouflée par le gouvernement mondial qui est déjà sur place avec des navires, par l'île qui ne sera autre que l'île nocturne. Mais alors vous allez me dire pourquoi ces détails? Tout simplement parce que ça prouverait que pour Lulusia c'était bien une reproduction d'Uranus et donc Mother Flame, et de l'autre côté ça aurait été l'arme antique Uranus pour Enies Lobby qui aurait été utilisée. Mais alors, on peut se demander quelle île a été supprimée à cet endroit-là. Là, ils vont être forts juste après. Mais du coup, ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. L'endroit où le gouvernement que pour Lulusia... Oui, ça m'est revenu. Alors, ça expliquerait aussi pourquoi... du coup, là, ils n'ont pas forcément tort par rapport au fait que l'île de Lulusia elle se trouve au parfait endroit opposé à Water Seven sur la planète par rapport à Grand Line. Ils sont à parfait opposé. Du coup, ça fait que il ferait tout le temps de nuit. Et du coup, j'ai regardé la planète et en fait, c'est pas au pôle Nord. C'est juste aux alentours du pôle Nord. Du coup, ça fait que c'est logique. Si on reprend le même schéma que notre planète, il y a des endroits, si je me trompe pas, qui voient jamais la lumière du jour. Et d'autres endroits qui voient jamais la nuit. Donc, à voir. Je me renseignerai là-dessus, mais je suis quasiment sûr de ce que j'affirme. Une reproduction d'Uranus, et donc Mother Flame, et de l'autre côté, ça aurait été l'arme antique Uranus pour Enies Lobby qui aurait... Et à chaque fois qu'il faut apparaître la soucoupe volante, ça me tue. S'il y a ça dans One Piece, ça y est, j'en veux plus. Utilisé. Mais alors, on peut se demander quelle île a été supprimée à cet endroit-là, à l'endroit où le gouvernement mondial a décidé de construire Enies Lobby. Il est légitime de penser en premier à God Valley, qui a tout simplement été éradiqué, supprimé de la carte. Mais... Alors c'est là où ils vont être très chauds, et en plus mon pote me disait ça, me disait ouais, du coup on sait maintenant où est God Valley et tout, mais attention l'argument qu'ils vont sortir, attention. Malheureusement, ce n'est pas possible, tout simplement parce que l'incident de God Valley s'est déroulé il y a 38 ans. Et grâce à la présence d'Oimo et Karsi sur Enies Lobby, en tant que gardiens, nous savons que l'île judiciaire du gouvernement existe depuis au moins 50 ans. De plus, si God Valley a disparu il y a 38 ans, ça ne peut pas être Uranus, parce que cela voudrait dire qu'il y aurait un troisième trou dans le monde. Et si nous, lecteurs, commençons à faire les liens entre un trou et un autre, les personnes...
Pour moi, avant, ils étaient grave chauds là sur le fait que les deux géants, et je m'en rappelle en plus, ils ont dit que ça faisait plus de 50 ans qu'ils étaient là. Donc forcément, ça peut pas être pareil. Ça pourrait être une erreur de dame, mais bon, je préfère. d'a- Après tout ce qu'il nous a fait jusqu'à aujourd'hui, je pense plutôt croire que c'est pas fait exprès, enfin plutôt que c'est fait exprès, que lui s'est trompé, tu vois. Se tromper, ça m'étonnerait, tu vois, venant de Da. Dans leur propre diégèse et pour la cohérence de l'œuvre devrait faire aussi ce rapprochement. Ce n'est pas possible de camoufler deux trous comme ça et de dire oh c'est un événement naturel. Une fois c'est un hasard, deux fois ça ne l'est pas du tout. Alors si God Valley a disparu, est-ce que Pluton ne serait pas impliqué? En effet, c'est la troisième arme antique et il nous est dit que ce serait un navire gigantesque caché d'ailleurs à Wano Kuni et qui serait capable de détruire une île entière. Cela dit, ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que donc l'ancienne île où se trouvait Enies Lobby a été victime d'Uranus, envoyé 6 pieds sous terre sous l'eau. Et ça, on vous en parlait déjà il y a 3 ans. En effet, personne ne s'est jamais demandé pourquoi est-ce que cette île existe et n'est juste tout simplement pas mutée à Marineford, qui est déjà l'île de la justice en soi. L'île ne sert à rien de plus que ce à quoi ne sert Impel Down ou Marineford. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle se trouve au sommet? Et oui, j'ai oublié de dire juste avant, euh, c'est vrai que le gouvernement mondial pourrait avoir créé une réplique d'Uranus, comme Frankie, lui, avait les plans d'une arme pour contrer l'arme Pluton. Donc en fait, c'est grave possible grâce à ça. Parce qu'en fait, Frankie, tout le temps, on croit que les plans qu'il avait, c'était les plans de Pluton, mais c'était pas les plans de Pluton. C'est Tom qui l'avait dit dans le flashback. Il avait clairement dit que cette arme-là, elle a été créée par d'autres personnes pour justement contrecarrer Enfin, juste pour créer une puissance égale pour contrer les armes antiques telles que Pluton. Donc, à voir si le gouvernement mondial est sur la même lignée. D'un trou absolument gigantesque au milieu de l'océan. Tout le monde est passé à côté, car comme à son habitude, l'auteur laisse supposer que ces choses-là arrivent dans son monde avant qu'on ne saisisse que rien n'est laissé au hasard et qu'elles sont soumises systématiquement à une logique. Non, les jouets vivants n'existent pas, ce sont juste un fruit de démon. Non, les gouffres dans l'eau n'existent pas sans raison. Maintenant, vous comprenez que cette île est construite artificiellement. Ici, le gouvernement camoufla avec une île qui n'a pas plus de but que cela et qui pourtant, pour lui, est la plus importante de toutes, la plus difficile d'accès au monde et le symbole de leur victoire éternelle, l'île de la justice. Alors, si on... Là, il y a un truc qui me dérange un petit peu. C'est le fait qu'ils disent que l'île, elle sert à rien. Moi, je pense pas qu'elle sert à rien. Je pense que, comme l'expliquait Oda dans la première partie de Grand Line, il disait comme quoi c'était les trois îles avec Impel Down, Marineford et trucs représentaient quelque chose. Donc il y en a un qui représentait le QG de la marine, comme si nous on avait le ministère de la Défense, quoi. Un autre qui représentait les prisons, donc des grosses prisons, on les connaît, hein, Fleury, Fresnes, même Guantanamo si on prend dans d'autres pays. Et pardon, pour Impel Down, c'était ça. Et Enies Lobby, elle représente la justice, donc les tribunaux, les palais de justice, pour moi, c'est ça. Et du coup, ces trois îles, elles sont hyper importantes pour la justice, tout simplement, pour le côté justice. Donc je pense pas que ce soit inutile comme ils le pensent. Enfin là, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils disent ça comme ça. Je pense pas que le One Piece se trouve forcément sous cette île. On peut être sûr que l'île qui a été pulvérisée ici par Uranus détenait des secrets bien trop importants pour les tabous de ce monde et l'île judiciaire, comme métonymie de la clé du gouvernement qui s'occupe de conserver les secrets du monde pour que personne ne le sache, a été ici créée pour cacher ce qui s'est déroulé en dessous. Et le... Après, là, il y a un peu de vrai dans le sens où si l'arme a créé le trou, peut-être que eux, ils ont interdit cet accès en créant une île par-dessus pour justement que personne se demande pourquoi il y a ce trou.
Peut-être qu'il garde cet endroit secret, enfin pas secret, mais inaccessible, pour éviter qu'il y ait trop de gens qui se posent de questions. Ça, c'est possible. Et juste, ouais, ils ont fait un petit parallèle. Là, ils ont dit comme quoi on pense pas que le One Piece est en dessous, parce que je crois qu'il me semble qu'ils avaient dit une fois que le One Piece était dans le trou. Après, c'est peut-être, je me moque pas, mais c'est vrai que c'est assez marrant de voir les théories qui peuvent fuser. Et il y a même une fois, ils ont dit quoi? Ils ont dit comme quoi il y avait une théorie où ils disaient que le One Piece se trouvait dans l'œil droit ou l'œil gauche de Jaya. Donc le deuxième œil comparé à là où ils étaient et tout. Et ils disaient que l'île, elle a été envoyée et tout. Donc après, ouais, il y a des théories un peu... Le One Piece sous Enies Lobby, on n'a pas oublié. Ouais, c'est vrai, les pauvres. Ah, si vous regardez ça, je suis désolé, hein, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est dur, c'est malheureusement dur à croire. Et même Oda, quand même. Oda, par rapport à ce qu'il nous a habitués à voir, je pense pas que, je pense pas qu'il fasse ça. Après, tout est possible, tout est possible. Parce que justement, on verra à la fin de la vidéo, j'ai quelques théories justement à, à, à- à vous dire justement par rapport au fameux One Piece. Donc on continue sans plus tarder. Beau là-dedans, c'est qu'il y a une petite touche de poésie en plus. Il y a quelque chose de très touchant avec la fin d'Enies Lobby, c'est, vous le savez, la fin également du Merry. Merry qui va couler près de Water 7. Water 7 qui est juste à côté, d'ailleurs très important, d'Enies Lobby. À ce moment-là, est ce que Eiichiro Oda, qui n'a toujours pas créé une mythologie absolument capitale pour son monde recouvert d'eau, celle de l'Atlantide, l'ancienne île perdue, maintenant sous les eaux. Comme le mythe du Titanic qui va trouver lui-même le mythe de l'Atlantide, le Merry, lui, se retrouve là-dessous. Et peut-être que les Mugiwara le retrouveront à la fin du récit, parce que ce n'est pas anodin que le navire disait, il y a maintenant plus de 15 ans, aux Mugiwara, je souhaitais pourtant vous accompagner au bout du monde. Ce qui a toujours été très intéressant avec le monde de One Piece. Après là, la théorie du Mary, je suis pas trop sûr. Hein. Peut-être j'espère ils vont le revoir et tout, mais ils pensent, je sais pas ce qu'ils essayent de dire là. J'ai l'impression qu'ils nous disent qu'il va se déplacer ou que Luffy va passer dans le trou pour revenir de l'autre côté de la planète pour revoir le. Je sais pas, ça fait un peu bizarre. Je pense que le Mary il est pas mort et qu'il vit juste dans le waiver de. C'est pas le waiver, dans le mini Mary. Je pense que ouais, son âme, elle est pas restée au fond de. Enfin, une partie de son âme oui, mais qu'il s'est réincarné comme, je sais pas moi, comme Luffy, c'était Joey Boy s'est réincarné en Luffy, je pense que le Mary s'est réincarné en Mini-Mary, s'il le voit comme ça. Je préfère cette explication que... Enfin, je sais pas trop. J'espère aussi qu'il puisse le revoir, mais ça semble quand même compliqué, à part s'ils reviennent sur le lieu précis. Avec Jinbei, en plus, lui qui est grave chaud sous l'eau, il peut être possible. C'est pas méchant, mais le plus drôle, c'était toute la hype et le debunk de Ryo Sensei. C'est vrai que c'était. J'avoue, c'est vrai. Ryo Sensei, et des fois, c'est un enfoiré, lui. Lui, des fois, il taille de ouf. Hein. C'est vrai que cette époque, elle était grave drôle. Et les pauvres, en vrai, ça me fait un peu de peine. Parce que ils se sont fait vraiment allumer les, les, le Mont Corvo. En vrai, je vais pas mentir, si je dois donner mon avis, ça va peut-être être quelque chose qui va choquer certaines personnes et tout. Mais pour moi, le Mont Corvo, c'est les meilleurs analystes français au niveau de One Piece. Ça, maintenant, je l'avoue, je le pose là comme ça. Et pour moi, Ryo Sensei, c'est le meilleur théoricien de One Piece français. Parce que analyse, franchement, le problème, Ryo Sensei, il est très très fort en analyse. Je pourrais le mettre numéro 1, mais le problème du Mont Corvo, c'est vraiment qu'ils réunissent un travail colossal. C'est-à-dire que même les chiffres, même les chapitres et tout, tout est détaillé. Il nous fait des parallèles, il nous montre des choses qui sont pas là depuis très très longtemps, tu vois, et que nous, tout le monde a oublié, tu vois, et personne n'en parle. Mais eux, ils nous ramènent des informations, des fois pas nécessaires pour avancer dans le manga, mais des petites informations, des parallèles justement magnifiques. Et Ryo Sensei, par contre, lui, théoricien, parce je dirais qu'il est, je crois que j'ai déjà utilisé ce terme, mais c'est clairvoyant, c'est-à-dire que il arrive à voir l'ensemble du manga comme si c'était un vrai monde. Il va pas se focaliser sur une information et dire oui, mais cette information, il a dit ça, donc c'est ça. Non, il va voir l'ensemble du manga, il va voir l'ensemble de la cohérence du manga, et il va essayer de donner des analyses qui sont, enfin pas des analyses, plutôt des théories qui sont plutôt probables. Mais il se trompe aussi, hein. Il y a des trucs que ça m'a fait rire, tu vois aussi.
Mais voilà, le Mary, il est au fond de l'eau avec Kid. Wesh, wesh les gars. Wesh, vous êtes dur. Kid, ouais. Après, je sais pas, moi pour moi, il est pas mort, Kid. Comme l'eau qui a réussi à fuir. Je pense que Kid a réussi à s'en sortir grâce à un gars. Je pense qu'il y a un gars qui doit bien savoir nager ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que Kid, il a bien bu la tasse, hein. En tout cas, en fait, j'espère qu'il soit pas. Je sais pas s'il est mort, hein, ça se peut qu'il est mort, mais j'espère qu'il est pas mort. Pour moi, Kid, ça doit être, à mon sens, le Barbe Blanche de Luffy. Comme Barbe Blanche était avec comment il s'appelle, Gold Roger. Je pense que Luffy et Kid doivent être des rivaux. À part s'il meurt et qu'en fait, ce sera l'eau qui sera comme ça. Et c'est vrai que l'eau, on le verrait peut-être mieux en Barbe Blanche. Donc, à voir. Je sais pas. Je pose ça là aussi et vous me direz en commentaire. Dis-moi ce que t'en penses, Gapadale, dans le chat et on va ensemble. Fais gaffe à ce que tu dis. Tu risques de te prendre des procès. Demande à Henrik. Henrik, je connais pas. Mais oui, je pense que je vais me faire allumer. Déjà, des fois, je dis un tout petit truc et je me fais allumer. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut. Les gars, faut avancer dans le manga. Les gars, il y a des trucs qui ça leur plaise pas, ça les touche. Tu vois, quand je dis des trucs sans faire exprès, même pas. Et je parle pas des gars genre Ryo Sensei et tout. Eux, ils ont l'habitude qu'on dise des trucs sur eux. Mais des gars, tu les vois nulle part. Ils ont jamais parlé à personne et tout. Ils débarquent dans tes commentaires et ils vont te dire ouais, nanana, ils vont être vénères et tout. Tu dis mes frères, redescends. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'énerves pour rien comme ça là? Frère, je suis juste en train de parler dans mon live tranquille, je partage avec vous des trucs et toi t'es là, tu veux m'agresser et tout. Ah les gars, après ça arrive frère. C'est vrai qu'One Piece c'est compliqué, chacun pense... faut être précis, mais moi je me dis même quand One Piece sera fini, ça va pas finir. Genre le manga sera fini, mais il y a toujours des gens qui diront ouais mais même si on l'a pas vu dans le manga, lui il est plus fort que lui, même s'ils se sont pas battus, lui il est plus... Ouais mais frère... À la fin du manga, tout ce que je pourrais dire, c'est que Luffy c'est le meilleur. Et là, je pense qu'il y a personne qui me contredira. Après, il y aura des débats. Est-ce que Luffy est plus fort que Gold Roger, machin chose? Bon, logiquement, ça va être le cas, mais je pense qu'il y a des gars, ils vont sortir tout type de théorie. Ryo, c'est Mihawk, le clairvoyant. Ouais, c'est ça. Ryo, il voit tout. Vas-y, du coup, on continue. Et vas-y, comme ça, on va parler un peu théorie à la fin. À chaque fois qu'il y aura des mécaniques sur une île, elles se devront d'être expliquées. Ça nous fait penser à Skypiea avec ses gigantesques ombres projetées dans les nuages par le soleil. Grand Line a sa propre logique, mais cela sera toujours expliqué par l'auteur avec des faits scientifiques logiques dans l'univers. Écoutez bien. Donc ça c'est vrai. Il y a toujours une logique. Et justement, en plus là il nous a dit de bien écouter. Et là va falloir bien écouter parce que là ce qu'on va voir là, je pense les gars vous n'êtes pas prêts. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais ceux qui ont vu la vidéo là, on va être abasourdis. Donc on est parti, vas-y. Sa logique et Chiroda, il y tient. Nous apprenons qu'en plus de ce trou, le niveau de la mer dans le monde entier a augmenté d'1 mètre. C'est énorme. Pourquoi? Parce que ce trou gigantesque tombe pas dans l'espace, hein. Ce trou se vide paradoxalement dans l'océan, il prend de la place, va devoir rejeter l'eau qu'il y avait dans le reste du monde. Prenez un verre d'eau, mettez-y des glaçons et vous verrez que le niveau de l'eau augmente. Voyez l'iconographie de Moïse qui sépare la mer en deux. La comparaison avec le glaçon. En fait, il n'y a pas besoin de nous expliquer. On sait que si tu mets un glaçon dans l'eau, ça peut augmenter. Dès que tu trempes ton doigt dans l'eau, ça peut augmenter. Ça, on a compris. Forcément, le niveau va augmenter. Ainsi, le niveau de l'eau augmente d'1 mètre. Et on peut se dire que ce fut forcément le cas lorsque l'île qui se trouvait à Enies Lobby fut supprimée. Cela veut dire qu'un jour déjà, le niveau de la mer a augmenté d'1 mètre. Et on peut alors aller comme ça à l'infini beaucoup plus loin. Se dire qu'au final, il y a 800 ans, le niveau de la mer était non pas de 1 mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, de 4 mètres, mais bien de centaines, même de milliers de mètres en... Centaines, milliers de mètres... faut doser aussi de temps en temps. Hein. Après, je pense qu'ils ont raison, sur le fond, mais centaines, milliers de mètres, doser les gars. Le meilleur, c'est Mihawk, c'est vrai. Mihawk, c'est le meilleur. C'est lui, il bat tout le monde. Je crois j'ai vu des théories où ils disent que Mihawk, il bat Luffy en 1v1. Ils disent que juste avec un bras, Mihawk, il peut découper Gold Roger. Moi, on m'a dit ça. Banger. Et c'est ce que nous disait Vegapunk sur Egghead Island. Mère Nature a décidé, il y a très longtemps, de punir les utilisateurs de fruits du démon qu'elle jugeait contre nature. Et pour punir un utilisateur de fruits du démon qui ne peut pas nager, le meilleur moyen est d'augmenter le niveau de l'eau. Ça a du sens.
Ça, en vrai, ça a du sens. Ça a du sens vu comme ça a du sens. Qu'au chapitre 1089, ça paraissait jusque-là un peu débile. On se disait, bon, voilà, ok, c'est possible. Voilà, c'est complètement possible quand on se dit Uranus, sans aucun doute, pendant la grande guerre des armes antiques contre le gouvernement mondial il y a 800 ans, a dû maxer ses pouvoirs. Et il suffit qu'elle ait fait une petite centaine de fois, et ça y est, nous avons, comme on le cesse de vous le répéter depuis des années, le monde post-apocalyptique de One Piece. Vous connaissez, je l'espère, vous y avez joué à Wind Waker, avec le véritable monde d'Ocarina of Time dans The Legend of Zelda en 98, qui se retrouve complètement submergé sous l'eau. En réalité, Enies Lobby, cette eau qui tombe, vous la voyez? Là, ils m'ont spoil Wind Waker. J'ai pas fini Wind Waker. Ils m'ont spoil de ouf. Tombe continuellement, elle est là, c'est des chutes du Niagara le truc, si ça tombe constamment. Le trou il se remplit, pourtant est-ce que le trou se remplit? Non, alors où va cette eau? Elle crée tout bonnement le phénomène naturel qui se roule une fois par an, l'Aqua Laguna, ce tsunami gigantesque qui en réalité réingurgité de la part du trou et qui l'a fait ressortir sur la mer. En effet, c'est pas anodin d'avoir ce phénomène naturel uniquement autour du trou d'Enies Lobby jusqu'à Water 7. Ça voudrait dire que pour que le niveau de la mer soit tout le temps constant, pour qu'il augmente toujours d'un seul... Là, je sais pas quoi dire. Là, je vous laisse me donner votre avis. Parce que sinon, si l'eau tombe, le niveau de la mer tomberait aussi. Ça veut dire qu'une fois par an, ce trou-là rejette l'eau qui tombe. Ça crée donc Aqua Laguna qui va s'écraser sur Water 7. Mais plus que tout, je vous dirais également que si Imu a décidé de punir les utilisateurs de fruits du démon en augmentant le niveau de l'eau, elle a dû également construire un continent assez haut pour qu'il ne soit jamais submergé. Et du coup, ce serait avec ce même continent que l'explication du monde post-apocalyptique se formerait. En effet, comme on vous l'a montré avec les glaçons qui font remonter le niveau de l'eau, la création du continent artificiel de Redline aurait fait augmenter le niveau de l'eau mondial de plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Ce continent non naturel aurait englouti comme un gigantesque glaçon le reste du monde. Si dans ce chapitre nous avons la présence d'iceberg à Water 7, qui nous rappelle donc Aqua Laguna et... Je vais lire ton commentaire. Je suis perdu. Je sais juste que quand on met un glaçon dans l'eau, l'eau augmente. Nous avons également la présence de pareil. la boune. Et c'est un détail. Je pouvais pas le dire mieux que ça. Parce que je vous La tête rappelle de que l'objectif de la boune est de détruire Redline pour retrouver sa famille dans le je suis nouveau mort. monde, celle qu'on retrouve après l'île des hommes poissons. Cela signifie qu'on a un message clair de la part de l'auteur à la Miyazaki qui veut nous montrer que la nature cherche à reprendre ses droits et que donc le continent de Redline est forcément artificiel. Sinon, jamais la boune ne déciderait de détruire le continent, elle ferait sa vie de baleine parce que elle fait partie de la nature. Redline, comme Enies Lobby, sont des îles et un continent artificiel. Il est joueur Oda parce que c'était il y a... Donc ça, c'est grave possible. Mais par contre, il y a beaucoup de choses à expliquer. Ça veut dire que il faut expliquer comment créer un continent, comment manipuler la Terre. Ensuite, ils disent que le but, c'est de détruire... Après, c'est vrai, on sait que... il y a Luffy, il doit revenir sur l'île des hommes poissons pour détruire l'île des hommes poissons parce qu'il va sûrement détruire le Redline. Après, Redline, je sais pas, mais en tout cas, l'île des hommes poissons, il est censé le détruire. Et la Boone, elle se tape la tête contre le mur depuis le début du manga parce qu'elle veut détruire... Et elle n'est pas la seule, Il y a d'autres baleines qui veulent détruire, elle aussi, le mur de Redline. Donc, à voir. Est-ce que tout Redline va disparaître? Je sais pas du tout. Mais il y a un peu de sens quand même dans ce qu'ils disent. 25 ans qui s'était dit, et oui la boune si elle frappe Redline, c'est parce que juste de l'autre côté, il y a le One Piece. On n'arrête pas de vous le répéter, pour nous le One Piece c'est cet arbre gigantesque qui a été ouais, là, faut qu'on en parle de ça. Alors après, moi, je comprends plus. Ils changent leur version de l'œuvre toutes les semaines. Malheureusement, ils ont pas... Après, moi, j'accepte le fait qu'ils changent tout le temps d'avis. Enfin, j'accepte entre guillemets. Eux, ils sont trop dans l'excès. Mais tu peux changer d'avis et avoir un avis différent parce qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui t'a fait changer d'avis. Mais c'est vrai que là, par exemple, l'arbre du fruit du démon et tout... là, c'est vrai qu'ils le disent depuis longtemps, mais bon, avant, à chaque fois, ils disaient le One Piece est ici, le One Piece c'est ça, le One Piece c'est ci. Du coup, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup, je suis d'accord avec toi.
Moi, j'aime qu'on reste sur une théorie qui est possible ou qu'on juste on balance des infos sans trop s'attacher à certaines théories. Eux, ils s'attachent beaucoup à leur théorie, mais à chaque fois, ils changent. Que ce soit pour. Je me rappelle, le Gear 5, il disait que c'était. Enfin, le fruit de Luffy, il disait que c'était le fruit de l'ambre, que c'était pas le fruit. C'était pas le. En fait, ils devaient théoriser pour savoir quel est le fruit de Luffy et que c'était pas le Gomu Gomu. Enfin, il disait que c'était le Gomu Gomu, mais que l'éveil du fruit, ce serait le fruit de l'ambre. Du coup, c'était, ouais, c'est bizarre, fruit de l'ambre. Enfin, Oda, je le vois archi mal créer son personnage comme ça. Alors qu'en fait, c'était le Ito Itonomi modèle Nika, quoi. Tu peux changer, ok, mais toutes les semaines, le One Piece, il bouge de place. c'est un, c'est un One Piece, je sais pas comment, mouvant, non? Comment on dit ça? Un One Piece, je sais plus comment on dit, il y a quelque chose qui bouge. Mouvant, on va dire comme ça. C'est un Uber Eats le bail. Ouais, j'avoue, c'est bizarre. Non, j'avoue, c'est bizarre. Il bouge tout le temps. Puis là, en plus, il parlait de Raidline à l'entrée de Raidline. Il disait que le One Piece était à l'entrée de Raidline. Genre là où la boune elle casse. Et vu que Raftel, c'est la fin de toutes les îles, bah c'est là, la fin de toutes les îles. C'est là où il y a Rivers Mountain. Mais là, ils nous disent que le One Piece, c'est l'arbre sacré, et que l'arbre sacré, il se trouvait à Maréchoise. Wesh, les gars, faut savoir. Est-ce qu'il est côté Redline vers la fin de Redline, ou est-ce qu'il est en plein milieu de Redline, là où il y a Maréchoise? Parce que là, ils nous ont dit les deux à l'instant, donc faudrait savoir où il est. Parce que là, on voit l'île des Impoissons, et l'arbre, il est au-dessus. Donc, je sais pas, les gars, hein. Par le continent encore plus grand de Redline, cet arbre d'Adam et Ève qui est en réalité le royaume oublié de One Piece, qui est littéralement le royaume de Joy Boy et du coup de surcroît le One Piece lui-même. En le détruisant et en tutti quanti, vous avez compris que le niveau de l'eau serait réparé, mais surtout cette métaphore, elle nous a été donnée par Eiichiro Oda dès le chapitre 1063 en nous indiquant le nom de Saturne. Et ça, c'est très fort, on l'a tout de suite compris, le système solaire était en réalité une métaphore. Comment ça, on a tout de suite compris? La semaine prochaine, le One Piece sera Fushia. Mais surtout, cette métaphore, elle nous a été donnée par Eiichiro Oda dès le chapitre 1063 en nous indiquant le nom de Saturne. Attends. Encore plus grand de Redline, cet arbre d'Adam et Ève qui est en réalité le royaume oublié de One Piece, qui est littéralement le royaume de Joy Boy et du coup de surcroît le One Piece lui-même. En le détruisant et en tutti quanti, vous avez compris que le niveau de l'eau serait réparé, mais surtout cette métaphore, elle nous a été donnée par Eiichiro Oda dès le chapitre 1063 en nous Comment ça, il passe trop vite là? serait réparé, mais surtout cette métaphore, elle nous a été donnée par Eiichiro Oda dès le chapitre 1063 en nous indiquant le nom de Saturne. Et ça, c'est très fort, on l'a tout de suite compris, le système solaire était... Moi, j'ai rien compris, il me dit on a tout de suite compris. Comme quoi la métaphore que l'eau elle monte et que Redline c'est pas vraiment Redline, elle a un rapport avec Saturne et que Saturne par rapport au système solaire, il est placé plus loin, moins loin. Une métaphore de One Piece avec les planètes qui sont... Non, après là je commence à être un peu méchant. Non, c'est pas ce que je veux en vrai, je veux vraiment faire des critiques constructives, mais mon Corvo, j'ai vraiment pas capté. Je comprends pas le lien qu'il y a entre... Après, s'il m'aurait dit la lune, les marées, la hauteur de l'eau, je veux bien, mais là il me parle de Saturne. Par rapport au niveau de l'eau et Redline, j'arrive pas à savoir. Attends, je remets parce qu'on n'a pas entendu. Le était en réalité une métaphore de One Piece avec les planètes qui sont le Gorosei, les planètes les plus loin qui sont en réalité les Armantiques, qui sont trop loin de la vue de Im, qui est donc la Terre, et Nika, qui lui ne comprend que dalle et qui pourtant rayonne de tout feu, c'est le Soleil. Mais du... Juste par rapport à la métaphore qu'il a dit par rapport au système solaire, moi je valide tout le monde dans le système solaire, je le valide, mais je sais pas pourquoi Im ce serait la Terre. C'est juste ça, j'arrive pas à savoir pourquoi Im ce serait la Terre, parce qu'elle gouverne la Terre. C'est pour ça qu'il la considère comme la Terre. Les autres, ils ont plus tendance à être quelqu'un du système solaire, mais Im, j'ai du mal à la mettre à la place de la Terre. Peut-être que c'est pas la Terre. Alors, je te rassure, personne n'a compris. On n'est pas en cours d'astrologie. J'avoue, j'ai pas lié les deux. J'arrive pas à lier les deux. C'est qu'en réalité, je vais vous le dire, et on vous l'a déjà dit. Ah oui. Là, je pense que c'est là que ça va être... il reste vraiment pas beaucoup de temps, il reste 2 minutes, mais c'est là où tout va démarrer. Terre, elle est pétée. Et en fait, tout One Piece est erroné. Et le but de Nika, le but du soleil, c'est de quoi? Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de ce grand garçon qui ne fait que sourire. C'est de...
c'est de redresser la Terre pour qu'elle puisse tourner autour de son orbite. Et là, vous allez me dire, ok, la métaphore, elle est bien poussée, jusqu'au moment où je vous montre ces images, jusqu'au moment où je vous dis que voilà ce qui se passerait scientifiquement si la Terre devait s'arrêter de tourner. Ça créerait des tremblements de terre partout dans le monde, qui dit tremblement de terre dit tsunami, tiens donc, Aqua Laguna, et enfin, ça créerait surtout la convergence du monde vers les pôles, et donc la création d'un super continent unique tout autour du globe. Regardez l'image. Un continent qui ressemble comme deux gouttes d'eau au monde de One Piece et donc à Redline. Étrangement, ça nous fait penser aux deux mousses du seul équipage qui a fait le tour du monde, Shanks et Baggy, qui se disputaient étonnamment pour savoir lequel du pôle sud et du pôle nord était le plus froid. Ainsi, il incombe à Monkey D. Luffy, le soleil, de redresser la planète Terre elle-même. Et en faisant cela, n'est-ce pas là la plus grande métaphore de corriger l'histoire, de remettre la Terre sur ses pieds, de la faire tourner et dans une harmonie définitive, libérer le monde en détruisant Redline, en détruisant ce continent, en apportant un nouveau lendemain, en apportant le soleil qui pourra finalement apparaître derrière ce continent de 10 000 mètres, en apportant l'aube nouvelle.